Fécondation in vitro, insémination artificielle, don de sperme, aujourd'hui, les Français ont de plus en plus recours à l'aide médicale à la procréation. Sur la totalité des couples qui tentent de faire un enfant, 1 sur 6 consulte parce qu'il a des difficultés pour procréer et 1 sur 10 bénéficiera d'une intervention médicale. Le professeur Pierre Joannet nous éclaire sur les raisons de cette évolution. On ne fait pas les enfants aujourd'hui comme on les faisait il y a 50 ans. Il y a 50 ans, les enfants arrivaient un peu par hasard, et c'est seulement s'il n'y avait pas d'enfants pendant une très longue période qu'on se mettait à consulter. Aujourd'hui, en général, la femme arrête une méthode contraceptive, et puis elle décide d'avoir un enfant, et si elle n'est pas enceinte au bout de quelques mois, elle va s'inquiéter, elle va se dire « mais pourquoi je ne suis pas enceinte ?» Et donc on va entamer des examens chez elle, mais aussi maintenant très rapidement chez l'homme. Donc la médecine a accompagné ces évolutions sociales, psychologiques, culturelles. Mais indépendamment de ces changements de mentalité, il y a un véritable problème de fertilité des couples, dû en particulier à l'âge avancé des femmes pour avoir leur premier enfant. En une trentaine d'années, l'âge de la première grossesse est passé de 24 à 29 ans, et comme la fertilité des femmes décroît à partir de 35 ans, le temps de fécondité s'en trouve considérablement réduit. Mais ce n'est pas le seul facteur, puisque les stérilités masculines sont de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, pour plus d'un couple sur 2 qui consulte, le problème vient de l'homme. Il y a longtemps, il y a 15-20 ans, on faisait des fécondations in vitro, c'est-à-dire que le sperme était normal, ou il était compatible avec une FIV, avec une fécondation qui se passait naturellement dans les incubateurs, à défaut de se passer dans le ventre de la femme, mais grosso modo, les spermatozoïdes rentraient tout seuls dans les ovules. Et aujourd'hui, on est à 60% des cas qui sont en micro-injection, c'est-à-dire qu'on est obligé de porter le spermatozoïde dans l'ovule, dans l'ovocyte lui-même, pour faire un zygote, un embryon. Depuis la création du CECOS, le Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme, les scientifiques ont pu étudier les spermes des donneurs déjà pères de famille. Une étude qui a porté sur 20 ans d'analyse a révélé plusieurs problèmes. Dans cette étude que nous avions faite à l'époque, on a trouvé qu'il y avait une baisse de la qualité du sperme de ces candidats au don de sperme. Et cette baisse, elle a porté sur le nombre de spermatozoïdes, donc la quantité de spermatozoïdes qui sont produits par les testicules. Et on a aussi observé qu'il y avait une baisse de la qualité des spermatozoïdes produits, puisque la mobilité des spermatozoïdes, qui est un critère de qualité des spermatozoïdes, avait diminué, et la morphologie était aussi plus souvent perturbée. C'est cette étude, avec beaucoup d'autres faites dans d'autres villes et d'autres pays du monde, qui ont amené à faire l'hypothèse qu'il y avait globalement, en certains endroits peut-être, une baisse de la qualité du sperme. Et que cette baisse pouvait sans doute être due à des facteurs environnementaux. Les donneurs parisiens forment une population homogène. Tous sont pères d'au moins un enfant. Leurs dossiers, parfaitement documentés, sont conservés dans les archives du centre. Par sa précision, l'étude va devenir une référence mondiale. Ses conclusions sont alarmantes. En 20 ans, la baisse du nombre de spermatozoïdes des Parisiens approche les 40%, soit près de 2% par an. Si en France, Pierre Joannet n'a pas eu les moyens de poursuivre son étude, compter les spermatozoïdes, ce n'est pas de la science, lui a-t-on rétorqué au ministère, les autorités danoises abordent le problème avec beaucoup plus de sérieux. Car si la chute se poursuit, c'est la capacité d'une population à se reproduire qui est en jeu. Depuis 1996, les Danois ont donc lancé un programme d'observation de 400 conscrits par an. Les résultats ne sont guère rassurants. Un jeune Danois sur 5 a une très faible qualité spermatique, suffisamment faible pour altérer sa fertilité. Regardez le sperme de ce jeune donneur, comparé avec un échantillon de bonne qualité. Les spermatozoïdes sont moins nombreux, moins mobiles, certains ont 2 têtes. Ça m'inquiète, pas seulement parce qu'il y a trop peu de naissances au Danemark, mais parce qu'il y a quelque chose qui menace les humains, quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons que constater que nous sommes atteints et nous ne pouvons rien contrôler.
La question c'est, quelle est la cause de cette mauvaise qualité du sperme? Pourquoi cette faible qualité spermatique? Pourquoi la hausse vertigineuse des cancers du testicule, plus de 400% en 60 ans? Et pourquoi une augmentation des malformations génitales du petit garçon à la naissance, comme la non-descente des testicules? Niels Kagebach a l'intuition que ces trois phénomènes sont liés. Cette intuition repose sur la découverte la plus troublante qu'il ait jamais faite. Il a trouvé dans les tumeurs cancéreuses des testicules d'adultes des cellules qui ressemblent aux cellules d'un fœtus. Un peu comme si quelque chose avait arrêté leur développement dans le ventre maternel. La cause est soit génétique, soit environnementale. Aucune autre possibilité. Et un changement aussi spectaculaire dans l'évolution de ces pathologies, en si peu de temps, ne peut provenir que de facteurs environnementaux, y compris le mode de vie. Il semblerait que cette baisse de fertilité soit la conséquence de notre mode de vie moderne. Selon les scientifiques, elle est observable depuis l'introduction dans notre vie quotidienne de produits tels que les pesticides, les solvants ménagers, certains médicaments et des matières plastiques. Le laboratoire de toxicologie du docteur Bernard Gégou, à Rennes, tente d'étudier l'impact de ces substances sur la fertilité. Exemple avec les plastiques que l'on peut retrouver dans des biberons ou certains jouets d'enfants. Bon, vous voyez la pièce dans laquelle nous sommes là aujourd'hui, on passe aspirateur dans le sac de poussière. On va trouver des phtalates par exemple qui donnent la souplesse aux matières plastiques. Ça va du PVC, du plombier qui est dur jusqu'au film d'emballage alimentaire qui est extrêmement souple. La différence entre les deux, c'est que dans le film alimentaire, il y a beaucoup de phtalates. Alors, ils ne sont pas liés de façon très forte au plastique et de ce fait, ils peuvent être relargués dans l'alimentation ou relargués dans l'air, relargués dans la poussière, dans l'eau, etc. Ça, c'est pour les phtalates. Deuxième classe de produits dont on parle beaucoup, c'est le bisphénol A, qui lui rentre dans la composition des matières plastiques qu'on appelle les polycarbonates, qui lorsqu'ils sont chauffés peuvent relarguer du bisphénol A. Et l'autre caractéristique de ces produits, c'est que justement, ils ont des propriétés hormonales. Les phtalates sont des produits à activité anti-testostérone, alors que le bisphénol A est un produit à activité œstrogène. Donc d'un côté, on a une famille de produits dont certains des membres inhibent la production de testostérone, donc l'hormone masculine, et de l'autre côté, on a un produit qui mime l'effet des hormones féminines, les œstrogènes. Mieux vaut privilégier les biberons garantis sans bisphénol A et les jouets sans phtalates compte tenu de leur effet sur la fertilité masculine. Mais comme les pesticides, les solvants des peintures ou certains produits cosmétiques contiennent eux aussi des perturbateurs endocriniens, les petits garçons et les hommes peuvent difficilement les éviter et absorbent en permanence ces substances dans l'eau qu'ils boivent, l'air qu'ils respirent et la nourriture qu'ils mangent. Des études récentes montrent qu'à faible dose, vraiment à faible dose, et même si on ne comprend pas encore par quel mécanisme, mais ces produits-là peuvent avoir des effets au moins chez l'animal. La deuxième notion qu'il faut retenir, c'est la notion du moment de l'exposition. Un adulte exposé à des concentrations faibles de ces produits, il n'y a pas de problème. Un fœtus dans le ventre de la maman pendant la grossesse, exposé aux mêmes concentrations, lui va pouvoir avoir des problèmes. Et ça, c'est très bien démontré maintenant chez l'animal, c'est qu'il y a des fenêtres d'exposition où la susceptibilité est très très particulière et où l'impact de ces produits peuvent retentir de façon majeure sur la production des spermatozoïdes ou sur le développement simplement du tractus génital. Et donc, ce que l'on voit chez l'adulte, c'est la conséquence d'effets qui ont pu se produire 20 ans ou 30 ans avant. Donc, si on ne veut pas que nos enfants aient des problèmes de stérilité, il faut se préoccuper de ce qui se passe aujourd'hui quand les femmes sont enceintes. Elles doivent être vigilantes, surtout pendant les 3 premiers mois de la grossesse, et éviter toute exposition inutile à des cosmétiques, pesticides, solvants et autres produits nocifs qui, additionnés, semblent être encore plus dangereux. On note également une augmentation des cancers du sein et du testicule chez des femmes et des hommes très jeunes, qui pourraient aussi être dus à ces substances.
Les chercheurs tirent donc la sonnette d'alarme pour sensibiliser la population, les autorités et les industriels afin d'éviter de retrouver sur le marché des produits néfastes. Bien qu'aujourd'hui la fertilité masculine diminue, surtout dans les pays industrialisés, la fécondité n'est pas encore menacée. Les couples font donc toujours autant d'enfants, notamment grâce à la médecine, mais ils sont en moyenne plus difficiles à concevoir. Est-ce satisfaisant pour un couple de devoir recourir au médecin pour une chose aussi naturelle que de faire des bébés? Sociétalement, c'est certainement pas satisfaisant. Économiquement, c'est pas très bon ça pour la sécurité sociale. Certes, l'aide médicale à la procréation est une solution, mais elle n'est que palliative. Les scientifiques espèrent d'ici quelques années pouvoir traiter l'infertilité à la source. Mais le secteur de recherche sur la biologie de la reproduction semblant aujourd'hui quelque peu délaissé, ce projet reste pour l'instant du domaine de la science-fiction. Ça commence dès le petit déjeuner. Se faire une tartine, un geste a priori sans danger. Pourtant, je viens d'avaler une bonne dose de pesticides. Des produits chimiques invisibles à l'œil nu. Et il y en a des milliers autour de moi. Ma salle de bain, par exemple, est un vrai laboratoire de chimie. Mon dentifrice contient du triclosan. Mon fond de teint, de la benzophénone. Mon rouge à lèvres, du parabène. Et mon parfum, des phtalates. Ça continue quand je fais le ménage. Dans les fils de mon aspirateur se cachent des retardateurs de flammes. Il y en a aussi dans les meubles, les rideaux, les peintures. Ces substances chimiques, je les inhale même dans les pièces les plus intimes. Et ce n'est pas fini. Se faire poser du vernis, c'est aussi absorber du triphénylphosphate. Magnifique. Magnifique aussi, cette nouvelle coloration pleine de résorcinol. Même nos enfants sont touchés. Appliquer un shampoing anti-poux, c'est l'asperger de permétrine. Toutes ces substances nocives sont des perturbateurs endocriniens. Il y en a plus de 800. Ils ont envahi toutes les pièces de nos maisons. Jusqu'à quel point ces polluants chimiques me contaminent-ils? Pour le savoir, je suis allée au Luxembourg. Dans ce laboratoire, Brice Appenzeller a mis au point une technique inédite. Bonjour. Bonjour. Prête pour le prélèvement de cheveux? Allez, on y va. Ouais, ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Ok, je vous fais confiance. Ok. Ah. Pendant des années, mes cheveux gardent en mémoire tous les produits que j'ai avalés, inhalés, absorbés, parfois sans le vouloir. Ce test, 28 autres femmes l'ont fait comme moi. Dans leur chevelure, Brice a découvert un cocktail de perturbateurs endocriniens. Comment ces polluants ont-ils à ce point envahi nos vies? Ils sont suspectés de provoquer des cancers, des malformations congénitales chez les bébés et seraient responsables de problèmes d'infertilité. Quels secrets se cachent dans nos cheveux? Quels sont ces poisons qui menacent l'avenir de l'espèce humaine? Voici Alexandra, une mère de famille de 32 ans qui vit dans le Val d'Oise. Et Camille, une jeune femme de 26 ans qui vit à Paris. Toutes deux ont accepté de participer à l'étude de Brice et de faire analyser une mèche de leurs cheveux. Et voilà le résultat. Chez Alexandra, on trouve des pesticides, du lindane, des PCB. Au total, une vingtaine de perturbateurs endocriniens. Chez Camille,
c'est encore pire. Plus d'une trentaine. Des polluants au nom un peu barbare. Plus étonnant, elles sont contaminées par des produits chimiques autrefois utilisés dans l'agriculture et interdits depuis des années. La trifluraline depuis 9 ans, le PNP depuis 15 ans, le lindane depuis 18 ans. Ouais, ça m'inquiète surtout que je me dis, je sais pas quelle est la part de ceux qui sont déjà dans mon sang depuis longtemps ou ceux que j'ai ingérés récemment. Et du coup, j'ai aucune manière de savoir quand je vais être enceinte comment éviter ces perturbateurs hormonaux. Du coup, c'est pas du tout rassurant. Non. Comment ces deux jeunes femmes ont-elles été contaminées par tous ces produits chimiques? Alexandra vit dans un quartier pavillonnaire du Val d'Oise. Camille habite Paris. Toutes les deux vivent loin des champs. Et pourtant, les perturbateurs endocriniens les plus répandus dans leur organisme sont les pesticides. La première explication, c'est peut-être leur alimentation. Je vais prendre 2 kiwis, s'il vous plaît, et 3 poires. Comme beaucoup de Français, merci. Alexandra pense manger équilibré en consommant des fruits et légumes. J'essaye le plus possible d'acheter des fruits de saison. Donc en ce moment, ça va être beaucoup de clémentines, des pommes, des poires et des kiwis. Ce qu'Alexandra ignore, c'est que ces fruits et légumes ont subi de nombreux traitements de pesticides. 35 pour les pommes, 8 pour les fraises et 19 pour le raisin. Mais depuis qu'elle a fait analyser ses cheveux, Alexandra se demande si elle mange vraiment sainement. On fait beaucoup de publicité, de communication sur le fait de consommer des fruits et des légumes. Donc on en consomme, c'est bien, et puis on s'aperçoit qu'en fait on a des traces de pesticides dans notre corps. Donc moi je sais qu'aujourd'hui j'ai des traces, donc mon enfant doit en avoir, et mon futur enfant en aura certainement, puisque j'en ai aujourd'hui, et il mange ce que je mange. Leur alimentation et l'environnement dans lequel Camille et Alexandra ont grandi sont-ils responsables de la contamination par les pesticides, les perturbateurs endocriniens les plus répandus? Nous retournons au Luxembourg, poser la question à Brice, le toxicologue qui a analysé les mèches de cheveux de ces jeunes femmes. Alors la première, Camille, ce qu'on peut dire, c'est que son environnement actuel est responsable de son exposition d'aujourd'hui. Mais le fait qu'on retrouve encore aujourd'hui des organochlorés dans l'organisme de Camille peut être lié à une exposition antérieure, peut-être vieille de plusieurs années. Nous accumulons donc ces perturbateurs endocriniens tout au long de notre vie. Et surtout, nous ne les éliminons pas. Alors chez Alexandra, on a aussi des résultats qui sont intéressants. On a une concentration en lindane qui est beaucoup plus élevée que chez... Le lindane, souvenez-vous, ce pesticide interdit depuis 18 ans, autrefois utilisé par les agriculteurs. Les quantités de lindane qui ont été utilisées avant les restrictions d'utilisation sont toujours présentes dans l'environnement. C'est des molécules qui se dégradent très très faiblement. Donc des dizaines d'années après, ces pesticides sont encore présents. Et donc l'exposition existe toujours. Ces perturbateurs endocriniens pénètrent dans notre organisme et risquent à terme de dérégler tout notre système hormonal. Ils touchent l'hypothalamus dans notre cerveau, la thyroïde, le pancréas. Mais surtout, ils s'attaquent aux glandes reproductrices, les testicules chez les hommes, les ovaires chez les femmes. Alors, que se passe-t-il lorsqu'elles tombent enceintes ? On sait que le fœtus est très sensible au cours de son développement à ce genre d'exposition, à l'exposition à différents perturbateurs endocriniens. Donc c'est tout l'intérêt de ces analyses, c'est qu'elles permettent de montrer même des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées. Les perturbateurs endocriniens peuvent donc s'attaquer au fœtus et provoquer des malformations qui connaissent justement une augmentation inquiétante.